Bonsoir à tous. Au sommaire de votre magazine d'information cette semaine, la situation des plus faibles de nos sociétés. On parlera des sans-abri, des migrants et de la protection de la vie depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Nous reviendrons aussi sur les semaines sociales de France qui ont planché sur la question de la différence homme-femme. Et puis nous découvrirons les visages des nouveaux cardinaux créés par Benoît XVI, alors même que le 3e groupe d'évêques français poursuit à Rome sa visite ad limina. Bien sûr, dans notre dossier, nous reviendrons sur la préparation du projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, alors que les responsables des cultes étaient auditionnés ce jeudi après-midi à l'Assemblée nationale. Nous allons en débattre avec Laurence Cheng du collectif La Gauche pour le mariage républicain, qui est aussi porte-parole de la Manif pour tous. Bonsoir Laurence, merci d'être avec nous. Merci. Et puis avec nous également Louis Dauphren, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Bonsoir Louis. Bonsoir. Merci d'être venu. Alors on passe à l'actualité de la semaine. Tous ceux parmi nous qui lisent les journaux et regardent la télévision n'ont pas échappé cette semaine au reportage de saison sur la réouverture des Restos du Cœur ou sur les effets de l'arrivée du froid sur les personnes sans abri. Et reconnaissons-le, pour une fois, le conformisme médiatique se pose sur un sujet vraiment important. Dans son rapport annuel rendu public en février, la Fondation Abbé Pierre estimait que le nombre de personnes sans domicile en France est de près de 133 000. Bien sûr, la misère n'est pas moins pénible au soleil, mais c'est vrai que l'arrivée du froid aggrave bien des situations. À la paroisse parisienne du Saint-Esprit, dans le 12e arrondissement, tous les mardis soirs, des bénévoles des équipes Saint-Vincent-de-Paul partent à la rencontre des personnes sans abri. François-Xavier Mathieu a accompagné l'une de ces équipes. Le mois de décembre est synonyme de fête. Il est aussi d'arrivée des vagues de froid. Difficulté que ressent déjà Ben, qui dort dans les rues du 12e arrondissement. Si, ça m'inquiète. D'ailleurs, là, j'ai froid. Pour Delphine, Maude et Sébastien, de la paroisse du Saint-Esprit à Paris, la maraude, dans son principe, se vit main nue et cœur ouvert. Au fil des semaines, des amitiés se nouent autour d'un café ou d'une soupe chaude. C'est une petite fête qu'on a fait au début de l'année pour fêter le CDI de Pascal. Pascal a en effet trouvé un travail de palefrenier. Mais la recherche d'un logement avec l'assistante sociale prend du temps. Les maraudeurs l'ont aidé à tenir le coup durant ces années de galère. Je pense que c'est avant tout de découvrir en fait un monde qu'on côtoie tous les jours, mais dont on se sent très très loin. Pour Christian, depuis 6 mois dans le métro, ce sont les seules visites amicales qu'il reçoit. On s'en occupe pas de notre santé du moment qu'on est à la rue. Et surtout dans le métro. Vous êtes les seuls à passer dans la semaine. Personne d'autre ne passe nous. Si le métro permet de ne pas trop souffrir du froid, les maraudes apportent chaleur humaine et réconfort. Une solidarité essentielle alors que le froid fait son entrée. Autre population en situation de précarité, les migrants. 10 ans après la fermeture du hangar de Sangatte où se réfugiaient des sans-papiers dans l'espoir de passer en Angleterre, la délégation du Pas-de-Calais du Secours catholique a organisé une mobilisation ce mercredi. Objectif, interpeller les citoyens et les autorités publiques sur les conditions de vie des migrants qui continuent d'affluer dans la région. Olivier de Kerenfleck. Un cercle silencieux de 3/4 d'heure a rendu hommage à tous les migrants passés dans la ville de Calais. Salariés, bénévoles et proches de la délégation du Secours catholique du Nord-Pas-de-Calais se sont réunis hier matin, 10 ans après la fermeture du hangar de Sangatte. Dans la foule, le président national du Secours catholique a tenu à être présent, quelques heures avant de repartir à Paris rencontrer le Premier ministre. Le bilan, c'est que je crois que nous n'avons pas compris que ces personnes qui ont fui leur pays, parce que c'est des Afghans, c'est des Éthiopiens, c'est des Somaliens qui ont fui leur pays, ils ont envie de retrouver une situation stable. Ce que je ne comprends pas, c'est que les gouvernements, mais le gouvernement actuel continue, pensent qu'ils sont d'abord des tricheurs. Et pour nous, c'est d'abord des êtres humains. Et il faut les traiter comme des êtres humains et faire évoluer le droit. Et certains d'entre eux, peut-être, n'ont pas à rester dans notre pays, mais faisons évoluer le droit pour que chacun puisse trouver sa place. Tous les jours, le Secours catholique nourrit 250 migrants dans ce grand espace venteux proche du port. En ce jour exceptionnel, migrants et bénévoles partagent le même repas, l'occasion pour ces volontaires de vivre une partie du quotidien de ces démunis. L'étranger qui arrive, quel que soit le lieu, c'est toujours une interrogation, c'est toujours un bouleversement dans des habitudes, dans des traditions, dans une histoire, dans des coutumes. Et je crois que la première chose à faire, c'est aller à la rencontre de la personne qui arrive. Pour tous ces migrants, le rêve anglais persiste. Selon le Secours catholique, ils peuvent être jusqu'à 20 par semaine à atteindre les côtes anglaises au péril de leur vie. La 87e édition des Semaines sociales de France s'est tenue au Parc Floral de Vincennes le week-end dernier. Les Semaines sociales, on le rappelle, sont nées au lendemain de la publication de l'encyclique Rerum Novarum par le pape Léon XIII en 1891, avec une triple vocation, formation, réflexion et débat. Cette année, le sujet était particulièrement d'actualité.
Le thème avait été choisi il y a 2 ans, mais le projet de transformation du mariage civil s'est invité aux Semaines sociales de France. 3500 participants ont planché sur le thème « Hommes et femmes, la nouvelle donne ». Parmi les intervenants les plus remarqués, Sylviane Agazinski, philosophe féministe et épouse de Lionel Jospin. S'ils sont égaux, les deux sexes sont-ils pour autant équivalents ? Et cela me conduira à dire justement qu'ils ne sont ni équivalents ni interchangeables, que ce soit pour le désir, que ce soit pour la procréation ou que ce soit pour la parenté. Un problème que n'a pas semblé relever Najat Vallaud-Belkacem, la ministre du droit des femmes et porte-parole du gouvernement de passage vendredi. Est-ce que cette différence biologique doit conduire notre société à attribuer des qualités ou des compétences spécifiques aux femmes et d'autres spécifiques aux hommes? Et c'est charmant dans les premières années de voir qu'ils se coulent dans un moule, dans des représentations qui nous rassurent parce que c'est celles que l'on connaît. Mais quelques années plus tard, vous verrez que cela les dessert, les filles comme les garçons. Une vision récusée par les organisateurs. La détermination par la société des attitudes et masculines et féminines aboutirait à une sorte d'indistinction où il n'y aurait plus de spécificité masculine et féminine. Et ça, nous voulons réagir par rapport à cela. Car nous pensons que ça crée un malaise dans la société. Jérôme Vignon nous a confirmé qu'il prendrait position au nom du Conseil des Semaines sociales de France contre le projet d'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Et il n'y a pas que le mariage. De nombreux sujets liés à la vie sont aujourd'hui en débat, raison pour laquelle Monseigneur Hayet, évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron, a fondé il y a 3 ans dans son diocèse une académie pour la vie. Il organise un colloque international ouvert à tous et gratuit samedi et dimanche prochain au Centre des Congrès de Biarritz. Nous connaissons, comme le disait d'ailleurs le bienheureux Jean-Paul II au début de son encyclique, une véritable anesthésie des consciences par rapport à la dignité de la personne humaine, en particulier au commencement de la vie et à la fin de la vie, liée à une culture dans laquelle nous sommes, qui est certainement très formatée. Et donc je crois qu'il est très important de dépasser ce formatage culturel et d'apporter des voix crédibles. Hein. Et ces voix qui vont se faire entendre pendant ce colloque sont des voix qui s'enracinent dans une expérience et qui ont un vrai témoignage à donner. Et je pense que ce témoignage-là, la crédibilité du témoignage, peut rendre cette parole audible et finir par toucher les consciences. Car le but, c'est de parler de manière prophétique. Et quand on parle, on pense à la conscience des gens. Et parmi ceux qui vont parler donc des intervenants engagés dans la promotion de la vie, les soins de santé ou l'éducation, venus de France bien sûr, mais aussi d'Espagne, des États-Unis ou de Russie. Tous les renseignements sur le site internet du colloque pour la vie biarritz2012.com. Le prix scientifique international Sisley Jérôme Lejeune a été remis le 22 novembre au professeur Roger Reeves. Ce chercheur américain travaille à l'université Johns Hopkins et à l'Institut pour la médecine génétique McKusick-Natanz à Baltimore. Il est notamment récompensé pour ses travaux qui ont permis d'améliorer les fonctions cognitives des personnes atteintes de trisomie 21 et pour son engagement pour mettre en réseau les connaissances dans ce domaine aux États-Unis. And part of the work I've done in my career is to not only prove scientifically, but to try and publicize the fact that people with Down syndrome get significantly less cancer than the rest of us and can help us all prevent having cancer. They get significantly more congenital heart disease, unfortunately, but that can help us understand where that comes from and also treat that. So there are many gifts that people with Down syndrome give to the rest of society, and I think this is part of informing and educating the public about what trisomy 21 really means. Actualité religieuse à présent avec le consistoire convoqué à Rome le week-end dernier par le pape Benoît XVI en vue de la création de 6 nouveaux cardinaux. Monseigneur Michael James Harvey, archiprêtre de la basilique Saint-Paul hors les murs, sa béatitude Bachara Boutros Rai, patriarche de l'église maronite au Liban, sa béatitude Basilios Klimis Totunkal, primat de l'église Syro-Malankar en Inde, Monseigneur John Olorunfemi Onayekan du Nigeria, archevêque d'Abuja, Monseigneur Ruben Salazar Gomez, archevêque de Bogota en Colombie, et Monseigneur Luis Antonio Tagle qui n'a pas pu retenir ses larmes, le jeune archevêque de Manille. Dans son homélie, le pape a expliqué que ces nouveaux cardinaux, tous non européens, mettent en valeur que l'Église est Église de tous les peuples et que par conséquent elle s'exprime dans les différentes cultures des divers continents. Soulignons aussi que ces pasteurs
pasteurs sont pour beaucoup d'entre eux confrontés à des situations de violence dans des circonstances différentes, qu'il s'agisse de la Colombie, de l'Inde, du Nigeria ou du Liban. La couleur rouge de leurs vêtements rappelle qu'ils sont prêts à se comporter avec courage jusqu'à l'effusion du sang pour les sœurs de la foi chrétienne, pour la paix et la tranquillité du peuple de Dieu. Et puis sachez que le Sacré Collège compte maintenant 211 membres, dont précisément 120 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans. On reste à Rome où se trouvent encore et jusqu'au 3 décembre 36 évêques français du Grand Sud et du Sud-Est conduits par le cardinal Barbarin. Il y a là les pasteurs des provinces de Clermont, Lyon, Marseille, Montpellier et Toulouse. Samedi dernier, ils se sont retrouvés pour célébrer la messe auprès du tombeau de Saint-Pierre. Plusieurs d'entre eux ont déjà rencontré le pape en petits groupes, par province. Sibylle Delettre a recueilli leurs impressions. Il y a des moments, je me disais, mais en fait, on pourrait imaginer que Saint-Pierre, réunissant les apôtres qui étaient partis une fois que Jésus les avait envoyés à l'Ascension, qui leur dit, bon, bah, écoutez, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qu'on a vécu depuis qu'on ne s'est pas vu. Voilà, je qualifierais quasiment cette rencontre avec le Saint-Père d'un moment familial, entre frères. Certains dicastères commencent vraiment par une écoute. C'est-à-dire qu'on pose toutes les questions, ils demandent des précisions, et ils vont répondre, quelquefois en disant « mais il faut chercher, il faut approfondir, et si on le faisait ensemble, ce serait merveilleux ». Donc c'est un exercice de la collégialité, c'est-à-dire d'une communion qui nous unit très profondément et qui permet, j'allais dire, à chacun de profiter de la grâce du confrère et de la grâce finalement de l'Église qui passe à travers lui. Et la rencontre collective avec le pape est prévue ce vendredi matin. À Paris, c'est dimanche prochain que sera installé le nouvel exarque apostolique ukrainien. Monseigneur Boris Goudziak, nommé par le pape le 21 juillet dernier pour les fidèles ukrainiens gréco-catholiques de France, du Benelux et de Suisse. Olivier de Kerenfleck et Stéphanie Dupasquier l'ont rencontré dans sa future cathédrale Saint-Volodymyr le Grand. Très beaucoup d'impressions qui n'ont pas encore assimilé pour moi. Je tente de vivre le moment avec les personnes. Nous avons 9 prêtres et 9 paroisses. Il y a aussi autres missions. C'est difficile de dire combien de personnes nous avons fidèles parce que beaucoup de notre personnes sont sans papier, ils ne se enregistrent pas dans les communautés, mais il est clair que le nombre est devenu plus grand et il y a besoin de plus paroisses et plus clergés. L'installation de Monseigneur Goudziak sera à suivre en direct ce dimanche à 15h sur KTO. L'année de la foi et le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II donnent lieu à de nombreuses initiatives dans les diocèses français. À Angoulême, c'est une cathédrale entièrement rénovée qui a accueilli dimanche dernier les fidèles charentais venus nombreux à l'invitation de leur évêque, Monseigneur d'Agens. Sibylle Delettre était sur place. Cette célébration, c'est d'abord le grand signe de la communion au Christ vivant à l'intérieur de son corps catholique. Symbole de l'Église universelle, cette célébration était présidée par le cardinal Robert Sarra, président du Conseil pontifical Cor Unum, venu de Rome pour l'occasion. Dans ce diocèse rural, Monseigneur d'Agens a tenu à rappeler à tous les chrétiens qu'il faut avant tout approfondir leur foi. Ce n'est pas un diocèse toujours facile. Nous ne sommes pas dans un terrain de chrétienté. Ouvrir à la joie de croire en Dieu. La formule n'est pas de moi, elle vient de l'Évangile, mais nous l'avons adoptée comme une espèce d'engagement diocésain. Je pense qu'il a donné une marque très forte de la joie de croire au Christ. L'occasion aussi pour tous les fidèles de célébrer le jubilé de leur évêque qui fêtait ses 25 ans d'épiscopat. Enfin, signalons un pèlerinage, pas comme les autres, une copie de la célèbre icône Notre-Dame de Częstochowa en Pologne voyage en Europe depuis le 14 juin dernier. Objectif, traverser 23 pays et rejoindre Fatima au Portugal pour la nuit de Noël. La Vierge Noire est en France depuis lundi. Mercredi, elle a fait une escale à Notre-Dame du Bon Conseil à Paris. C'est un mercredi presque comme les autres à la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil à Paris. Une exception cependant, l'église accueille aujourd'hui une copie de la célèbre Vierge Noire polonaise de Jasna Góra. Un événement exceptionnel pour les paroissiens, l'icône voyage en Europe et arrive tout droit d'Angleterre.
L'Église orthodoxe russe s'est unie à l'Église catholique polonaise pour faire circuler dans le monde entier cette icône, enfin en Europe d'ailleurs, de l'océan à l'océan, afin de prier pour la défense de la vie, de la famille. Et puis, je rajouterai du mariage, puisque c'est la base de tout ça, à une époque où on sait bien les lois qui se préparent, qui sont très dangereuses pour les enfants et puis pour la survie de nos familles. Face à la reine de Pologne, les fidèles venus de la région se succèdent toute la journée. C'est une chance de la voir, qu'elle soit venue si près de nous, et puis c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est pour défendre la cause de la vie pour les enfants, parce qu'on en a toujours besoin. Et puis c'était pour recevoir notre mère. Je voulais vraiment la recevoir. À 16h, l'icône quitte les lieux, destination les paroisses de Saint-Pierre du Gros-Caillou et Saint-Étienne-du-Mont pour la soirée, avant de quitter définitivement Paris. Merci à Coraline Salvoche pour ces belles images. Le pèlerinage de la Vierge Noire en France s'achèvera le 10 décembre prochain à Lourdes. Elle traversera donc alors les Pyrénées pour rejoindre l'Espagne, puis le Portugal. Toutes les informations sur le site de la confrérie Notre-Dame de France. Voilà pour ce rapide tour de l'actualité de la semaine. Tout de suite, le billet du père Jean-Robert Armogat qui a choisi de nous parler de l'enseignement technique et professionnel. Dans l'écume médiatique qui agite le microcosme politique, social en France, il y a une nouvelle qui est peut-être passée inaperçue et qui me semble fort importante. C'est l'annonce faite par le Premier ministre d'une réforme des filières techniques et professionnelles. Il existe ces baccalauréats techniques et professionnels qui permettent d'accéder à l'enseignement supérieur. Or, le marché du travail met actuellement les étudiants sortant de ces filières en concurrence avec ceux qui viennent des filières du baccalauréat général. La proposition du Premier ministre est très modeste. Il s'agit de privilégier l'accès aux filières professionnelles et technologiques pour les candidats titulaires des baccalauréats pro et techno. Mais c'est déjà une première mesure qui me paraît importante, de façon à ce que les personnes sortant de ces filières puissent avoir l'accès à l'enseignement supérieur. Ce qui veut dire que par-delà la mesure modeste, une réforme en profondeur doit être menée pour que ces filières, qui sont un peu les parentes pauvres de notre enseignement, reçoivent les moyens dont elles ont besoin pour se développer. Ce n'est pas seulement une mesure sociale, c'est aussi une mesure économique, car notre pays a grand besoin de techniciens formés et compétents. Et c'est pourquoi j'espère que dans le tumulte médiatique, cette mesure sera maintenue, approuvée comme projet de loi et permettra un développement de ces filières. Merci Père, à bientôt. On passe maintenant à la revue de presse. Avant d'en venir à la une de vos hebdos chrétiens, cette semaine, signalons la parution d'un hors-série de La Croix sur la nouvelle évangélisation. Dans ces 84 pages, La Croix propose des repères, des analyses et des rencontres en France, mais aussi au Brésil, aux États-Unis ou au Canada. Et puis on y retrouve également les 58 propositions remises au pape par le synode sur la nouvelle évangélisation. Du côté des hebdomadaires, une belle unanimité cette semaine chez tout le monde. On évoque l'avant, le débat sur le mariage homosexuel, les effets de la crise économique et le pathétique spectacle de la guerre fratricide qui déchire l'UMP. C'est l'entrée dans l'avant qui fait la couverture de pèlerins avec des raisons d'espérer. La tradition des crèches vivantes est en couverture de familles chrétiennes et le journal lance un concours de la plus belle crèche, tous les renseignements bien sûr, dans les pages intérieures. Et puis dans La Vie, on trouvera aussi des conseils pour l'Avent, à signaler l'initiative du journal La Vie qui lance une campagne de solidarité avec Emmaüs pour que pas une famille ne soit dans la rue à Noël. Et puis on signale pour finir la jolie couverture de France Catholique qui réjouira les amoureux de Sampé. France Catholique évoque l'ouverture de l'Académie pontificale pour la langue latine, annoncée il y a 15 jours par le Vatican, et puis la publication des aventures du petit Nicolas en latin aux éditions IMAV. Derrière tout cela, une exhortation unique, rouvrir toutes grandes les portes des lettres classiques pour conserver l'accès aux fondements de la culture européenne, c'est-à-dire dans France Catholique.
Cet après-midi, les responsables des cultes en France étaient reçus par la commission des lois autour de la table avec 10 minutes chrono de temps de parole pour chacun. Se trouvait le cardinal André XXIII pour le côté catholique, bien sûr, le pasteur Claude Batty pour les protestants, le métropolite Joseph au nom des églises orthodoxes, le grand rabbin Gilles Bernheim, Mohamed Moussaoui pour le Conseil français du culte musulman et Marie-Stella Bousmar, présidente de l'Union bouddhiste de France. Une audition marquée par des propos d'une assez grande agressivité de la part des élus, particulièrement à l'égard de l'Église catholique, avec des interpellations du type « mobilisez vos catholiques s'il en reste » et des députés qui demandent aux responsables religieux, je cite, de faire un effort intellectuel. En face, les responsables en question s'en sont tenus à rappeler calmement quelques évidences. Le rabbin Bernheim a souligné qu'il ne s'agit pas d'un front commun des religions, mais qu'il y a plusieurs types d'opposition à ce projet, fondés d'abord sur des raisons sociales, philosophiques et anthropologiques. On écoute quelques extraits de ces interventions. Quels que soient les dispositifs législatifs, les partenaires de même sexe resteront dans l'incapacité d'accéder à la procréation qui suppose la bisexualité, si bien que l'identité de situation restera à jamais impossible. Est-il très juste et honnête de laisser croire qu'un changement législatif va effacer les différences? Qui sera encore déçu et insatisfait? Je ne suis pas opposé à l'égalité, dans la mesure où l'idée d'égalité ne doit pas être dévoyée lorsqu'elle nécessite préalablement de modifier une définition. Ici, c'est la définition du mariage qui est modifiée, et non pas les droits de l'homme ou de la femme, que ce soit dans les couples hétéros ou homosexuels, qui sont changés. Il faut savoir au nom de quoi on agit, quel serait l'impact de ces changements, et si l'on est ou non en train d'enclencher une mécanique que l'on sera plus tard incapable d'arrêter. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Laurence Cheng du collectif La Gauche pour le mariage républicain et porte-parole de la Manif pour tous, et Louis Dauphren, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Première chose qu'on a envie de vous demander à tous les deux, en particulier pour ceux qui ont assisté à ces auditions et notamment à celle de cet après-midi, est-ce que le débat promis, il est en cours ou est-ce que ça n'est pas un débat? Qu'est-ce que vous en pensez, Louis? À mon sens, ce n'est pas un débat. En tout cas, tout ce qui s'est passé cet après-midi le montre. On voit que l'Inquisition a changé de camp, mais que l'Inquisition demeure. Elle a simplement pris un autre visage. D'ailleurs, c'est très simple. Pour savoir qui a le pouvoir, il suffit de savoir qui on ne peut pas critiquer. Et vous tombez mécaniquement sur les gens qui ont le pouvoir. Alors posez-vous la question de savoir qui ne peut-on pas critiquer. Et là, et vous aurez tout de suite la réponse. Sur quel type de sujet le débat est-il impossible? Et vous aurez tout de suite la réponse mécaniquement de savoir qui tient le débat et qui tient le système. C'est aussi simple que cela. Laurence Cheng, vous revendiquez votre appartenance à la pensée de gauche. Est-ce que vous avez le sentiment que le débat promis, il est en cours, il s'amorce? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je constate un aveuglement du président, du gouvernement et des députés, y compris du rapporteur de la loi, ce qui est grave. Donc nous n'avons pas les conditions d'un débat démocratique. Or, sur des sujets si importants, nous réclamons des états généraux. Parce que les revendications des personnes homosexuelles, ou du moins de certains lobbies, sont importantes à entendre, mais il faut apporter les bonnes réponses. Quand vous dites il n'y a pas de débat, le rapporteur de la loi, le député Binet, répond si, il y a un débat précisément, puisqu'on organise toutes ces auditions actuellement à la commission des lois. Donc on prend le temps de la consultation. D'abord, le temps est très réduit. Les auditions ne se déroulent pas dans une impartialité ni dans un cadre contradictoire. Pour vous citer un exemple, l'audition des juristes s'est déroulée avec 6 juristes qui étaient favorables au projet, au motif que M. Binet n'aurait pas trouvé de juristes défavorables au projet. Il en existe 350 qui commencent à signer une pétition. Donc pour vous, il y a une volonté de ne pas entendre ou de ne pas passer trop de temps à écouter ceux qui sont contre un projet dont le gouvernement rappelle que de toute façon sa détermination est inflexible et qu'il sera voté. Oui, mais notre détermination également sera inflexible. Nous nous représentons, à la base nous étions partis entre une catho Barjot, Frigide Barjot, un homosexuel Xavier Bongibaud avec son collectif Plus Gai sans le mariage, et la gauche pour le mariage républicain. Et nous sommes arrivés à 300 000, 200 000 à Paris et 100 000 en province, en montrant un visage ouvert, pacifique, divers et uni
au-delà des clivages politiques ou confessionnels. Les députés qui étaient là et qui sont là à la commission des lois pour les auditions récusent la légitimité de la rue pour s'exprimer dans ce débat en se disant c'est précisément pour cela qu'il y a une représentation nationale, c'est à elle qu'il appartient de déterminer la réflexion sur la loi et c'est pas à la rue ou à l'opinion de le faire. Oui, mais pour peu que les députés s'interrogent eux-mêmes sur leur propre légitimité, il est quand même honteux de considérer, n'ayant pas peur du mot, que les députés vont voter selon une logique de parti et pas selon une logique de conscience. Parce que s'ils ne votent pas selon une logique de parti, ils seront tout simplement évincés. Ils perdront leur emploi, les investitures, tout ce qui va avec le train de vie, si jamais ils prennent position. Pour un député socialiste aujourd'hui, ou membre de la majorité, mais bien sûr, ils ne sont qui pas voterait libres. contre le projet... Ils ne sont pas libres. Oui. Donc, il faut arrêter de dire que le camp de la liberté est du côté de la gauche ou du système. C'est contraire, c'est le camp de la terreur et de l'inquisition. Alors maintenant, il y a des personnes, il ne faut pas non plus exagérer la force de l'adversaire, parce que quand on écoute Sylviane Agacinski aux Semaines sociales, on voit très bien que la gauche ne présente pas un visage unifié, ou quand on écoute des députés qui parlent évidemment off, on voit très bien qu'ils pensent différemment. Ils ne veulent pas de débat. Pourquoi ne veulent-ils pas de débat? C'est extrêmement simple, c'est parce qu'ils sont sûrs de le perdre. Donc ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de débat. En même temps, les sondages d'opinion, par exemple, sont plus nuancés que ce que vous dites. Oui, mais sur je l'opinion n'en suis des pas Français. sûr. Effectivement, j'en suis pas sûr. Dès lors qu'on explique les choses aux gens, je pense que leur opinion est amenée à évoluer. C'est ce que montrent les sondages et c'est pour cela qu'ils veulent clore ce dossier rapidement. Je précise une chose, c'est qu'on est engagé, je pense, dans un combat au long cours et qu'ils veulent verrouiller la chose très vite. Mais que là, il dépend, évidemment, et l'Église le sent bien, que c'est sa crédibilité, c'est son assise même qui se joue avec ce débat, et que l'Église a des forces extrêmement présentes à mobiliser. Parce que la personne dit, il reste, je ne sais plus qui disait cela, mobiliser les catholiques s'il en reste. Mais faisons passer le message, par exemple, à l'enseignement catholique. 2 500 000 élèves. Moi, j'attends de voir si l'enseignement catholique va passer un message clair de mobilisation pour lancer le débat, y compris à l'école. En même temps, le rabbin Bernheim le rappelait, mais le cardinal 23 l'a dit à plusieurs reprises, il ne s'agit pas d'en faire une question religieuse ou une opposition des religions au travail de l'Assemblée nationale. Il y a d'autres forces que des forces catholiques, voire religieuses, qui se mobilisent autour de cela, Laurence. Oui, au-delà des convictions, et comme le disait Louis, effectivement, nous rencontrons un certain nombre de députés qui nous confient qu'en leur âme et conscience, ils souhaiteraient voter différemment que les consignes de vote, mais qu'ils seront obligés d'appliquer une discipline de groupe. Et sur des sujets de telle importance, ça n'est juste pas acceptable. C'est l'idéologie aujourd'hui qui est au pouvoir et non pas le courage, l'honnêteté intellectuelle. C'est la raison pour laquelle vous souhaitez maintenir notamment la pression de la rue, c'est-à-dire cette invitation à manifester, cette fois avec une manifestation nationale unitaire? Oui, pour le 13 janvier. Il est bien dommage d'en arriver là. Nous avons, pour ma part, voté Hollande en mettant notre espoir dans ce président de la concertation, malgré la proposition 31. Et nous considérons qu'aujourd'hui, le débat n'existe pas. Il faut le faire sortir des cabinets ministériels, sortir des hémicycles et des lobbies, et donner la parole à tous les intervenants, fussent-ils religieux. Et moi, j'entends, effectivement, je suis très choquée quand j'entends qu'au motif qu'on serait catholique, on n'aurait pas le droit de s'exprimer sur ces sujets de vie. Un débat au long cours donc, qui commence tout juste avec ce rendez-vous du 13 janvier qui est déjà bien noté par beaucoup. Et puis pour autant, même si ce débat fait la une de l'actualité pour un long moment, il ne faut pas perdre de vue le sens des priorités. Ce week-end, nous entrons dans l'Avent. Alors bonne préparation à Noël à toutes et à tous.